Dimanche 6 novembre. Il fait frisquet au Sable d'Olonne. Une fine couche de givre recouvre le ponton. Ce fameux ponton, long de 240 mètres, au bout duquel tous les 4 ans, une porte s'ouvre en grand. Sur le large, sur l'aventure, et sur bien d'autres choses encore. Pour l'instant, tout est calme, mais ça ne va pas durer. Ça ressemble à une symphonie en 3 mouvements. Et dès l'ouverture, on sent bien que le thème principal, c'est l'émotion. Les habitués ont beau afficher un sourire de façade, ça ne reflète certainement pas ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes, ce jour-là, sur le ponton le plus mythique de la course au large, le ponton du Vendée Globe. Le 3e départ et toujours autant d'émotions au final. Voilà, c'est pour ça que c'est une course pas comme les autres. Alors que dire des petits nouveaux, cueillis à froid même s'ils étaient prévenus par ce trop-plein émotionnel. Avec son look à la Corto Maltese, Alan Roura a 23 ans et le plus jeune concurrent de toute l'histoire du Vendée Globe. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. C'est un rêve, c'est un défi qu'on s'est lancé et c'est une énorme fierté d'être là aujourd'hui et de voir tout ce monde sur le ponton et je suis vraiment très très honoré d'être là. On s'étreint, on s'embrasse, on se donne rendez-vous ici même dans 2 mois et demi ou 3 mois. Et puis on vous rappelle qu'il ne faut pas s'éterniser, sous peine de chambouler un timing très précis. Alors on largue les amarres, juste avant d'interpréter une suite grandiose, et pour l'avoir vécu, il y en a qui connaissent la musique. C'est un moment spécial, un jour très spécial. Il me tarde d'entrer dans ce chenal, c'est une expérience unique. Venus en voisin ou de beaucoup plus loin, on annonce qu'ils sont 350 000. 350 000. Des chiffres qui donnent le tournis, mais pour la multitude des terriens, c'est un embarquement à peu de frais, qui s'appelle l'imaginaire et qui peut les emmener très loin. L'émotion de la remontée du chenal, c'est un rêve d'enfant pour moi, ce Vendée, donc ça va être fort, c'est déjà fort. C'est une émotion qui est toujours intacte parce que ça reste vraiment quelque chose de particulier que de partir comme ça de longs mois en mer, de quitter tout le monde. À quoi peut bien penser Kojiro Shiraishi, vêtu comme un samouraï, comme un guerrier, lorsqu'il descend le chenal ? Une chose est sûre, le premier concurrent asiatique du Vendée Globe ne devait pas s'attendre à pareille exaltation. Morgan Lagravière, toujours submergé par l'émotion, est-il prêt, lui, à relever le défi de son premier tour du monde ? Armel Lecléache, grandissime favori, est-il sous pression ? On aimerait bien savoir ce qui passe par la tête de tous ces marins pendant le plus incroyable défilé que la voile de compétition puisse offrir. Quand le chenal s'éloigne du sillage, c'est une nouvelle partition qui se joue sur un autre tempo. Tout s'accélère. Il faut passer en mode course, manœuvrer pour monter sur la ligne de départ, attendre les derniers instants pour débarquer les équipiers et bien se positionner pour être idéalement placé à 13h02. Et lorsque le prince Albert de Monaco donne le top départ du 8e Vendée Globe, le seul mot qui nous vienne, c'est délivrance. Moi j'aime le large et là j'y vais pour de vrai et je vais loin et donc je suis très heureux. C'est un truc de fou. Bon, sacrée journée, hein, la vache. On m'avait parlé de cette remontée de chenal. J'ai encore la boule dans la gorge, quoi. J'ai encore la boule dans la gorge tellement c'est intense. Thomas Ruyant, encore sous le coup de l'émotion, quand Romain Attanasio remet quelques pendules à l'heure. Romain ouvre la partie. Ah, dans 3 mois. 3 mois. Ah la vache. Le 8e Vendée Globe est donc lancé, bien lancé même, sauf pour Didac Costa. Bateau à l'arrêt moins d'1 heure après le départ, un tuyau de ballast qui se débranche, de l'eau qui se déverse et endommage le système électrique.
pas d'autre solution que de revenir au port. Je suis entré et j'ai vu qu'il y avait de l'eau à l'intérieur du bateau. J'ai donc décidé de déconnecter l'électronique pour éviter qu'il y ait de trop gros dégâts. Puis j'ai évalué ce qu'il y avait à faire. Comme je n'étais pas loin d'ici, le plus sage était de revenir pour faire une révision du bateau et repartir quand on pourra. Repartir, oui, mais à condition de ne pas dépasser un délai de 10 jours, après lequel l'Espagnol ne sera plus autorisé à reprendre le départ. Passé la nuit, pour ceux qui sont en mer, on voit que ça n'a pas traîné dans le golfe de Gascogne. À l'avant, on ne retrouve que des favoris, avec un trio de foilers composé dans l'ordre d'Armel Lecléache, Jean-Pierre Dick et Alex Thompson, qui se tiennent en moins de 3000. On note également que quelques bateaux d'avant-dernière génération à des rives droites ne lâchent rien. C'est le cas de PRB, survolé le 7 novembre dans la matinée au large de la Corogne. Non, on s'en sort. C'est important de ne pas être trop loin au Cap Finistère, donc je pense que j'ai fait ce qu'il fallait cette nuit. Maintenant, ça m'a pris pas mal d'énergie, on va dire. Et pour cause, le vent venu du nord, très instable en direction et en force dans une mer inconfortable, n'a pas ménagé les organismes et les machines. Témoin direct, Morgan Lagravière qui croise Sébastien Josse et a la bonne idée de déclencher sa caméra. On est au large du Cap Finistère et on a notre ami Jojo qui s'est mis au tas. Il part à la bâtée au Gitana. Pas drôle. Auteur d'un beau début de course, le skipper de Safran, lui non plus, n'a pas été épargné par les pépins. On avait des problèmes d'électronique sur les connexions internet qui ne voulaient pas fonctionner. Et puis un petit souci avec une voile un peu capricieuse qui à nouveau enroulée sur son câble. Donc plutôt de très bonnes nouvelles sur la fin de journée. Donc voilà, j'ai même pu prendre le temps de faire une petite sieste et de manger un bout depuis le départ, ce qui avait été compliqué jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Quant à Kojiro Shiraishi, il commence tout juste à s'amariner. J'avais le mal de mer depuis le départ et c'était très difficile pour moi. Depuis hier, je ne suis plus malade et aujourd'hui, j'ai pris mon premier repas. J'attends d'aller mieux pour naviguer en harmonie avec le bateau et bien finir ce Vendée Globe. 24 heures à peine après le départ, les leaders, emmenés par Alex Thompson, doublent le Cap Finistère. Le skipper du Gobos décide alors d'empanner. L'idée, négocier au mieux une dorsale anticyclonique installée à la latitude de Gibraltar. Au début, je pensais que c'était une bonne idée, mais je n'en suis plus si sûr. Je reste dans le match, malgré tout, et si ça ne paye pas, je me battrai. Je vais essayer de passer l'anticyclone au plus vite pour attraper les alizés et foncer vers l'équateur. À l'est, Thompson, pas pour très longtemps. À l'ouest, tous les autres. Forcément, l'anticyclone commence par ralentir la tête de course, au bénéfice des poursuivants, qui envoient encore de toutes les couleurs. Magnifique. Et c'est pas un trucage, hein, c'est un vrai de vrai. C'est top, non? Ben voilà, après un dégolchage un peu musclé, place au petit temps. Et là on est bien groupé, on va pas le voir derrière, mais il y a Vincent Rioux et Yann Eliès qui sont pas très loin, donc plutôt du contact pour ce début de course. Seb Joss qui est juste là-bas, Morgan un peu dessous, et puis on a Yann qui croise juste derrière là. Et Jérémy qui passe 200 mètres devant là. Coucou Jérémy. Les faibles conditions de vent permettent enfin à tous les concurrents de souffler et d'apprécier leur navigation. Bonjour à tous, bienvenue sur Nures Matmut. On lâche rien sur la musique. Vous allez bientôt passer au SPI et ensuite bâbord à mur vers les alizés. La vie est plutôt belle. Voilà, coucou à bord d'Initiative Cœur. On a hissé le Jenna Cœur avec les dauphins. C'est parti pour le tour du monde. Yes! Le tour du monde d'Arnaud Boissière est aussi fait de drôles de rencontres.
soit tu fais le Vendée Globe, comme nous, soit tu te la joues Robinson Crusoe. Je sais pas où il va, mais il n'est pas rendu. Hein. Je suis étonné pour vous aussi près du Portugal. En tout cas, j'espère que notre rencontre vous portera chance et que vous aurez du vent, du bon vent. Et surtout, ne pas être encalminé, c'est ça le pire, je crois. Ouais, c'est sympa. C'était bien. À bientôt. Chez les leaders, le début de course c'est un peu à toi, à moi. 6 bateaux différents ont mené la flotte depuis le départ, mais au sortir de l'anticyclone, c'est Banque Populaire qui semble avoir un coup d'avance. Armel Lecléache, skipper serein, dresse un petit bilan de la première semaine. C'est le début, mais c'est bien parti. On commence à prendre ses marques à bord. Il n'y a pas eu trop de casse sur les bateaux derrière, donc tant mieux. Et nous, tout va bien pour l'instant, donc on profite. Alex Thompson, lui, n'a pas profité. Au contraire, pas mal de terrain perdu en 48 heures. Au moins, le skipper du Gobos est lucide. Clairement, l'empannage que j'ai fait au Cap Finistère était une énorme erreur. Je m'en suis mordu les doigts, je n'ai pas vraiment d'excuses. Je n'aurais pas dû faire cette erreur, je l'ai payé cher. Mais bon, je reste positif, je travaille dur et je continue d'avancer. L'autre enseignement jusqu'à maintenant, c'est que les bateaux d'avant-dernière génération à dérive droite font quasiment jeu égal avec les bateaux à foil, comme le démontrent Vincent Rioux sur PRB et Paul Meillat sur SMA. Loin, très loin de la régate planétaire qui se dessine entre ces bateaux-là, une autre course, contre la montre celle-là, a déjà été gagnée, par Didac Costa. À bientôt. L'Espagnol a réparé son ballast et changé son circuit électrique dans les temps. À l'heure où il repasse la ligne de départ pour enfin commencer son tour du monde, plus de 2000 km le séparent de la tête de flotte. Une tête de flotte déjà tournée, elle, vers la prochaine marque, sorte de passage frontière entre le nord et le sud du globe, l'équateur, que les premiers concurrents devraient atteindre en début de semaine prochaine. La course va changer de visage.